Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les cahiers de la médiation culturelle. Collection dirigée par François Mérès et Bruno Péquignot. Le secteur culturel réserve une place singulière au concept de médiation, tant celui-ci s'inscrit au cœur de son action. La collection Les cahiers de la médiation culturelle cherche à rendre compte des nouveaux développements et des multiples aspects de ce champ de recherche relativement récent que constitue la médiation culturelle, fondée sur le croisement des disciplines et étroitement liée à ces deux objets d'étude majeurs que constituent d'une part les publics, d'autre part les œuvres et autres objets de culture et de connaissance. Déjà paru. Nathalie Montoya, Anne Barrère, L'éducation artistique et culturelle, mythes et malentendus, 2019. De Cécile Camard, François Mérès, Cécile Prévost-Thomas et Pauline Vesely dire Les mondes de la médiation culturelle, volume 2, Médiation et culture 2016. Cécile Camard, François Mérès, Cécile Prévost-Thomas et Pauline Vesely dire Les mondes de la médiation culturelle, volume 1, Approche de la médiation 2016. Anne Barrère et François Mérès, L'inclusion sociale, les enjeux de la culture et de l'éducation, 2015. Remerciements. Je tiens à remercier en premier lieu François Mérès, directeur de mon mémoire de Master 2 en recherche en muséologie à l'École du Louvre, qui m'a suivi tout au long de l'élaboration de cet ouvrage. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé dans le processus de recherche. Morissette Feuillat, Agnès Mirambet-Paris, Christine Rouxel et les membres du réseau des musées et des patrimoines d'entreprise pour leur accueil chaleureux. Les muséographes, designers et architectes François Aulas, Lisa Delmas, Vincent Dupont-Rougier, Jacques Lissarag et Laurent Mingal, tous les membres des entreprises qui ont accepté de contribuer à la constitution du corpus des musées présentés dans cet essai en répondant à mes interrogations. Mes amis Clémence Faure, Clara Thérault et Alice Tronche, pour avoir accompagné mes premières réflexions sur le genre des musées d'entreprise. Je remercie enfin Christine, Didier, Zoé et Sébastien pour leur avis, leurs conseils, leur aide et leur patience durant tout le temps de maturation de ce travail de longue haleine. Je leur dédie cet essai. Partie I. Le musée d'entreprise, un genre muséal à part entière. 1. Généalogie des musées d'entreprise. L'avènement des musées d'entreprise en France et à l'étranger, loin de se réaliser en marge des sphères entrepreneuriales et muséales, est corrélé à deux facteurs. D'une part, il est lié au développement du régime capitaliste avec une importance accordée à l'entrepreneuriat et son besoin de vitrines, foires, expositions, galeries et musées. D'autre part, au développement des musées en général comme lieu d'expression d'une identité commune et de thésaurisation de richesses nationales visant à la diffusion de connaissances savantes universelles. Et à la conjonction de ces deux facteurs, les musées liés à la productivité dont le projet et la muséographie se renouvellent périodiquement pour en faire les protagonistes de l'expansion industrielle et des mutations sociales. Les musées d'entreprise naissent, partout dans le monde, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle concomitamment, voire en amont, de ces musées ressources pour le modèle bourgeois, et accompagnent les différentes périodes de l'industrialisation et du capitalisme. Avant de devenir le parent pauvre de l'institution muséale telle qu'elle est pensée et réfléchie en ce début de XXIe siècle, la muséographie d'entreprise découle d'une logique identique à celle qui préside à la création de ses homologues, et elle participe au même titre que les initiatives privées et publiques à forger une muséographie de la technique, de l'économie et des sociétés, tout en servant des objectifs multiples allant de la formation des compagnons à l'expression d'une identité des entreprises, en passant par la mise en vente des produits de l'entreprise. L'étude de la genèse et de la croissance du musée d'entreprise en tant que genre permet à la fois de le replacer dans son contexte muséal et entrepreneurial, et d'en distinguer les spécificités afin de déterminer son rôle et sa place dans la société capitaliste. I1. Contexte d'émergence des musées d'entreprise, années 1790 à 1840. Le musée d'entreprise en tant que genre est ainsi à rattacher à la branche plus vaste des musées liés à l'économie, à la technique et à l'industrie qui apparaissent à l'aube du XIXe siècle, en s'appuyant sur des collections et des expositions initiées au XVIIIe siècle. Leur émergence prend racine dans la convergence de trois phénomènes.
Un émerveillement devant la machine et ses productions, mises en scène dès le XVIIe siècle au sein des cabinets de curiosité. Une volonté d'éducation et de valorisation du progrès technique, par l'exposition des machines nées du mouvement des Lumières. La promotion de la production nationale et l'avènement du capitalisme industriel. Au cours du XVIIIe siècle, la production en série s'annonce comme une contrainte inéluctable et, couplée à la modification de la nature de l'activité manufacturière, elle prive en partie la machine du prestige qu'elle avait acquis à la Renaissance et qui avait contribué à sa conservation dans des cabinets. Par ailleurs, la Révolution française enclenche le processus de disparition progressive de la classe des artisans, notamment parisiens, avec la promulgation de la loi Le Chapelier de 1791. Celle-ci favorise la mise en place d'un système d'organisation industrielle du travail, basé sur le salariat d'un prolétariat déqualifié. Simultanément, la portée éducative et promotionnelle que l'on fait endosser à l'institution muséale ouvre la voie à la création de musées liés aux innovations technologiques et entrepreneuriales, dont le Conservatoire des Arts et Métiers constitue un premier jalon d'importance en France. Créé en 1794 à l'initiative de l'abbé Grégoire, le Conservatoire se présente comme un panoptique donnant à voir et à étudier des collections de machines, d'outils, de réalisations techniques, organisées autour des modèles et des prototypes rassemblés par Jacques Vaucanson dès 1746. Grâce à la clairvoyance de ses différents directeurs, le conservatoire devient autant un lieu de mémoire et de formation, en premier lieu à destination de cette classe d'artisans amenée à disparaître, qu'un creuset d'initiatives pour le perfectionnement industriel. Son projet muséal et conceptuel évolue au cours du temps, et est devenu par ordonnance royale, Haute École d'application des connaissances scientifiques au commerce et à l'industrie, en 1819, le conservatoire participe à partir de cette date à un processus d'expropriation des savoir-faire en transformant progressivement les compétences des artisans et ouvriers de métier en savoirs scientifiques et techniques qui deviennent propriété de l'entreprise. Cette démarche, initiée au sein de la sphère muséale et fondée sur la volonté d'éducation et de formation du goût des acteurs de l'industrie en vue de favoriser l'essor industriel national, est reprise par les manufacturiers et les chambres de commerce et d'industrie. En outre, le XIXe siècle voit se développer les foires nationales et internationales pensées par les pouvoirs publics comme des modèles de diffusion économique et commerciale permettant de lutter contre la concurrence étrangère. De ces événements éphémères naissent une réflexion muséale entrepreneuriale et une expographie de la machine ou du produit industriel qui marque l'essor du musée d'entreprise en tant que genre. Le rôle des manufactures, des fabriques et des écoles et de leurs expositions dans la formation du genre. Avant sa transformation au XVIIIe siècle, la manufacture demeure soit une activité dispersée, caractérisée par la juxtaposition de très nombreux ateliers familiaux relativement autonomes, soit un réseau de producteurs intégrés dans une filière dominée par un grand marchand, soit une manufacture concentrée, caractérisée par un établissement assez grand qui regroupe un outillage important et une main-d'œuvre. L'origine des capitaux distingue deux types de manufactures privilégiées, issues du colbertisme. Les manufactures d'État, créées par le pouvoir royal pour soutenir les secteurs du luxe par la commande et visant à l'aménagement des résidences de la monarchie, telle la manufacture des Gobelins. Les manufactures royales, plus nombreuses, qui sont la propriété d'entrepreneurs privés ayant conclu un contrat avec l'État portant sur la concession d'avantages financiers et commerciaux contre la garantie d'une qualité vérifiée par un corps d'inspecteurs, telle la manufacture royale des Glaces ou la manufacture royale de Sèvres. Quelle que soit leur envergure, des manufactures se constituent au fil du temps un patrimoine formé par leur outillage et les produits qu'elles souhaitent conserver à titre de modèle. Parmi les manufactures royales ou d'État, certaines perçoivent relativement tôt l'intérêt commercial de ce type de collection et de leur exposition. À titre d'exemple, Édouard Gerspar, administrateur de la manufacture d'État des Gobelins de 1885 à 1893, affirme qu'un dépôt des tapisseries existe depuis la création de la manufacture. Momentanément hissé au mur à l'occasion de la venue de visiteurs et de clients de marque, les tapisseries issues de ce fonds sont présentées de manière pérenne dès le commencement du XIXe siècle au sein de galeries d'exposition qui leur sont dédiées,
comme en témoigne la seconde édition d'un catalogue constitué en 1804. Toutefois, la création du musée de la manufacture n'intervient qu'en 1885 et témoigne d'une double volonté. D'une part, favoriser le renouvellement artistique français et renouer avec les traditions du XVIIe siècle, suivant le vœu formulé par une commission du ministère de l'Instruction publique en 1876, et d'autre part, mettre en valeur l'habileté des ouvriers de la manufacture et la qualité de leur production. Si cette occurrence d'une exposition pérenne est la plus ancienne à ce jour, c'est néanmoins le musée céramique et vitrique de la Manufacture royale de Sèvres qui, par son ampleur, la rigueur scientifique de sa constitution et les objectifs qui lui sont assignés, représente le prototype de ce que deviendra le musée d'entreprise et marque le premier jalon d'une muséographie directement liée à l'activité entrepreneuriale. Le musée céramique et vitrique de la Manufacture de Sèvres. Alexandre Brongniart, scientifique, chimiste et minéralogiste, directeur de la Manufacture de Sèvres de 1800 à 1847, rassemble à partir de 1802 une collection organisée autour de 3 ensembles, formés par les terres cuites originales de la manufacture, les vins antiques achetés par Louis XVI à Dominique Vivant-Denon et donnés à la manufacture pour servir de modèle, et les céramiques régionales rassemblées lors de L'. Enquête des préfets de 1809. Les collections sont présentées en 1812 selon un dispositif d'exposition encore modeste. Quelques armoires vitrées placées à l'entrée du magasin de vente. Il s'agit ici du premier exemple connu d'un musée réalisé à destination d'un public extérieur, constitué des clients et amateurs de la porcelaine de Sèvres, dans une volonté de réinscrire les produits vendus par la manufacture dans une histoire plus vaste de la céramique. Enrichi par les acquisitions de Brongniart, le musée embryonnaire s'étend peu à peu jusqu'à être officiellement inauguré en 1824 sous le nom de Musée céramique et vitrique. Il continue de croître grâce à l'action de son conservateur, Denis-Désiré Rieucreux, ancien peintre pour la manufacture. Le musée se veut alors à destination tant des clients et amateurs qu'à celle des classes instruites et industrielles, et se présente comme un lieu de formation professionnelle s'appuyant sur une collection à caractère scientifique fondée selon un objectif pédagogique et utilitaire. Le musée et son agencement préfigurent les orientations qui seront celles de nombre de musées d'entreprise à venir. Sa muséographie répond à la fois à un désir de classement et de diffusion de connaissances scientifiques grâce à l'exposition d'objets anciens, de relevés techniques de différents fours et machines, d'échantillons de matières premières, de pièces réussies et de pièces défectueuses, ainsi qu'à une volonté de montrer le meilleur de la production de la manufacture selon des critères sans cesse revus à L'. Aune du goût dominant. Bon nombre de musées d'entreprise du XXe siècle reflèteront de semblables préoccupations. Pour Marius Vachon, le rattachement de la manufacture de Sèvres au pouvoir royal contribua à transformer sa vocation. Grâce à son prestigieux patronage, la manufacture reçoit le rôle d'industrie nationale et de vitrine économique, devant à la fois endiguer l'importation de porcelaine et attirer une clientèle étrangère. Le bâtiment qui accueille la manufacture, construit à partir de 1756, est même jugé par les contemporains davantage capable de remplir des fonctions d'apparat que de rationaliser le travail manufacturier. De fait, le musée en occupe les parties centrales. L'importance du musée et de la mission de dépositaire des nouveautés nationales et étrangères, assignées à la manufacture de Sèvres, se développe au cours du temps. Au moment où Marius Vachon réalise son ouvrage dans les années 1880, la vocation productive de la manufacture semble être reléguée au second plan, derrière son rôle de conservatoire prestigieux et de lieu d'exposition de la production de porcelaine française, dont la sienne propre. L'activité patrimoniale a pris le pas sur l'activité de production. Les musées de fabrique des villes industrielles. Parallèlement à la création d'expositions internes à destination des ouvriers de la manufacture et d'une clientèle acquise ou à séduire, certains manufacturiers et ingénieurs de la première moitié du XIXe siècle créent des musées de fabrique. Ces collections forment, durant la seconde moitié du siècle, le noyau dur des musées industriels, des musées d'art et d'industrie ou encore des musées industriels et commerciaux mis en place par les pouvoirs publics et les capitaines d'industrie à partir de 1848. La fabrique est un système particulier d'organisation du travail qui émerge notamment au sein de l'industrie textile,
les corps de métier sont différenciés. Avec un donneur d'ordre et un exécutant, et dispersés sur le territoire, l'atelier familial restant la forme corporative générale. L'ensemble de ces corps de métier qui interviennent dans toutes les étapes successives de la fabrication et de la vente, forment la fabrique. Cette organisation est particulièrement propice au développement de la place industrielle, phénomène défini par une longue tradition liée au savoir-faire mobilisant, la fierté des acteurs industriels, une production identifiable qui s'inscrit dans la durée, un paysage particulier créant des proximités géographiques et socio-culturelles, familiales, religieuses, entre les différents acteurs à la fois concurrents et solidaires, un mythe fondateur et un souci de réputation collectif. À Roubaix, les manufacturiers de la ville constituent, à partir de 1835, un fonds d'échantillons de leurs textiles à des fins de protection commerciale et industrielle de leurs dessins et créations, fonds qui est présenté dès cette date dans le musée d'art et d'industrie de la ville. À Lyon, un musée de fabrique de la manufacture Auguste Gauthier est racheté par la Chambre du commerce et de l'industrie en 1850, 2 ans après l'acquisition par cette dernière des dessins et échantillons provenant de la maison du Tilleux. À Saint-Étienne, le musée fondé en 1833 par des notables devient musée de fabrique en 1856 afin de valoriser l'activité textile stéphanoise, rubannerie et passementerie, en regroupant les échantillons versés annuellement depuis 1812 par les rubaniers au Conseil des prud'hommes. En 1858, la Société industrielle de Mulhouse ouvre un musée de dessin industriel, futur musée de l'impression sur étoffe, appuyé sur un dépôt des échantillons de la maison d'impression sur tissu Dollfus Haussay constituée dès 1833. Ainsi, nombre de ces musées de fabrique préexistent à l'avènement des musées d'art et d'industrie et des musées industriels qui les absorbent durant la seconde moitié du XIXe siècle. Ces musées, difficiles à considérer comme appartenant au genre du musée d'entreprise, n'en marquent pas moins la genèse. Considérés comme des conservatoires industriels dans lesquels sont déposés les échantillons et les dessins des fabricants, ils œuvrent à la protection juridique de la propriété industrielle, se faisant ainsi le relais des conseils des prud'hommes, des tribunaux de commerce ou civils, et des dépôts centraux, notamment lorsque la protection a expiré, tout en permettant de rendre hommage à la production locale. À ce titre, ils participent de la mise en place des structures collectives caractéristiques de la place industrielle. Les musées économiques et commerciaux. Si les musées de manufacture et de fabrique favorisent l'économie en exposant et protégeant les produits de différents secteurs, les musées économiques, commerciaux et ou coloniaux quant à eux remplissent au même moment un rôle de renseignement pour faciliter l'export de ces mêmes produits. Le premier musée de ce type est lié à l'enseignement prodigué par l'École supérieure de commerce de Paris, ouverte en 1820. Le musée est formé de collections d'échantillons de matières premières et de produits fabriqués permettant aux étudiants de se familiariser avec les types de marchandises et leurs conditions de vente qu'ils auront besoin de connaître durant leur carrière. Si ce type de musée interne se développe au sein de différentes institutions d'enseignement au cours du XIXe siècle, il semblerait qu'il faille attendre l'essor des empires coloniaux européens pour qu'ils deviennent une institution à part entière, réclamée par les milieux d'affaires. En 1883, un an après l'ouverture du musée commercial de Belgique à Bruxelles qui devient immédiatement un modèle à suivre en France, le ministère du Commerce français sollicite par voie de circulaire les chambres du commerce sur l'opportunité d'ouvrir soit un musée commercial national à Paris, soit des institutions dispersées dans les grandes villes françaises. C'est la seconde solution qui rallie la majorité des instances consultées et les villes de Saint-Nazaire, 1885 à 1886, Lille, 1885 ou 1888, Bordeaux, 1901, au sein de l'Institut colonial, Dunkerque, 1909, entre autres, se dotent toutes de cet atout économique. Le musée commercial et ou colonial se conçoit donc comme une institution créée en adéquation avec un tissu économique local et comme un organe de renseignement proposé aux industriels et négociants locaux, propice à les aider dans la préparation de l'import de matières premières et l'export de leur production par une meilleure connaissance des marchés en cours. Son but avant tout informatif fait qu'il ne survit pas en tant que genre muséal au développement de nouveaux dispositifs d'aide au commerce extérieur, et qu'il disparaît après la Première Guerre mondiale. L'exposition industrielle,
matrice de la manifestation muséale des entreprises. Les différentes foires industrielles qui jalonnent le XIXe siècle constituent un outil de stratégie commerciale nécessaire au système capitaliste marchand, où la promotion de l'offre s'appuie grandement sur la comparaison concrète des produits dans un contexte de libre concurrence. L'initiative de ce type de manifestation revient au ministre de l'Intérieur Nicolas-François de Neufchâteau, et la première exposition industrielle a lieu sur le Champ de Mars en 1798. 11 éditions se succèdent jusqu'en 1849, la première exposition universelle étant inaugurée à Londres en 1851. Il s'agit au départ de célébrer le tiers-État, producteur de richesses nationales, d'honorer les artistes et de soutenir l'économie française, notamment vis-à-vis de l'Angleterre, par l'émulation et la concurrence nationale. Ce type de manifestation permet également de conforter la validité du choix de la libéralisation du marché du travail et de la libre concurrence. Le public dans son ensemble est convié à ces expositions, et un système de récompense calqué sur celui des salons de l'Académie est mis en place dès les premières manifestations. Du point de vue de l'instruction des masses, ces expositions sont pensées comme des pendants éphémères à l'institution pérenne du Conservatoire des Arts et Métiers qui accueille à partir de 1819 un échantillon de chacune des productions récompensées par le jury. De ce fait, les fabricants deviennent les plus ardents défenseurs des expositions industrielles qui permettent de valider la qualité des produits français, de susciter un contexte de concurrence et de maintenir la France dans un rôle de décideur du goût, alors même que le gouvernement ultra s'interroge sur l'avenir de ces manifestations dès 1823. Sous la Restauration, les expositions prennent donc un caractère compétitif appuyé, chaque maison créant spécialement des objets dans le but de remporter les premiers prix et de marquer l'esprit du public. Ces manifestations, nationales et internationales, constituent des exemples fondamentaux pour la muséographie d'entreprise, car elles représentent à la fois des occasions d'expérimentation expographique et de création d'objets spécifiques, expos et mobilier d'exposition constitutifs des musées d'entreprise autonomes à venir. Nous nous proposons de mettre en lumière les 3 principes qui marqueront durablement de la muséographie d'entreprise. Les machines en mouvement. Observable dès 1851 à Londres et rendu possible en 1855 dans la Galerie des Machines à Paris, grâce à un immense arbre de transmission, la mise en mouvement des machines change les logiques de mise en scène de la technique. Selon François Jarige, qui rappelle que tout un registre de couleurs était utilisé pour permettre aux visiteurs de distinguer les poulies motrices des poulies propres au métier exposé, elle participe d'une rhétorique du progrès que l'on retrouve plus tardivement au Conservatoire des Arts et Métiers dans une salle des machines en mouvement, installée de 1852 à 1855 dans un but pédagogique et expérimental. Montrer la machine à l'œuvre, que ce soit dans l'espace muséographique où elle est mise en route par un personnel qualifié ou dans son environnement habituel qu'est l'atelier de production ou l'usine, est un atout indéniable de l'entreprise qui s'expose et qui, par là même, rend compte des avancées techniques et technologiques qu'elle exploite à son propre profit, en opposition aux musées techniques coupés de la réalité industrielle et du monde du travail dont les collections sont sans cesse menacées d'obsolescence, installées dans un bâtiment qui prend souvent la forme d'un palais au cœur de la ville. Certains exposants envoient leurs ouvriers sur le parc d'exposition afin de donner plus de sens encore à la démonstration en mouvement, et ce principe muséographique original constitue un trait caractéristique de ce que seront les musées d'entreprise, un lieu de mise en scène vivante, immédiate au sens propre du terme, de la technique. L'artialisation des expositions commerciales. Au fil du temps, les exposants conçoivent des produits toujours plus exceptionnels spécifiquement pour ces manifestations qui ont plus pour raison d'être de mettre en valeur les savoir-faire et compétences des entreprises et de marquer durablement les esprits qu'une réelle mise en vente. En résulte une théâtralisation et une artialisation à la fois des stands et des produits qu'ils renferment, mettant en scène l'audace et l'inventivité des entreprises qui s'exposent. À titre d'exemple, la cave factice de la Société des Caves Réunies de Roquefort qui fait office de pavillon pour la société fromagère au sein du jardin du Champ de Mars en 1867, la réplique en bois grandeur nature du marteau-pilon des usines Schneider à l'exposition de 1878, ou encore les tuyaux,
les poutres et les ressorts d'acier arrangés pour former des temples et des palmiers métalliques dans le pavillon de la métallurgie et des mines de L'. Exposition universelle de 1900 prouve que la nature des produits exposés n'est pas un frein au déploiement d'une expographie sensationnelle, au contraire. Il arrive que ce matériel exceptionnel, élément de stand ou de trophée commun à plusieurs fabricants, produits spectaculaires ou encore archives directement liées à l'exposition, dessins préparatoires, vues stéréoscopiques, gravures et photographies des stands, coupures de presse, demeurent dans le patrimoine des entreprises et nourrit leur rapport à leur propre histoire au moment de la mise en scène de leur identité. C'est le cas du foudre Mercier de 1889, pensé à la fois comme un outil publicitaire par Eugène Mercier et un élément d'attraction pour les visiteurs durant l'exposition. D'une capacité équivalente à 200 000 bouteilles et d'un poids de 20 tonnes, sa construction nécessite 16 années de travail et son transport jusqu'à Paris est transformé en réclame hors norme par la maison de Champagne. Attraction majeure de l'exposition et devenu symbole de la marque, il est exposé depuis 1989 à l'espace Mercier construit en 1987 pour mieux accueillir les visiteurs sur le site de production. Les musées de classe. Enfin, une nouvelle forme de manifestation muséale est expérimentée lors de l'exposition universelle de 1900 qui accueille sur les stands de divers groupes et classes des musées dits rétrospectifs ou centennaux. Ces expositions dans l'exposition ont vocation à déployer un panorama d'un siècle de production en différents domaines et sont l'occasion pour les exposants de se réunir en groupe de classe. Les objets exposés proviennent aussi bien des collections patrimoniales des exposants que de collections privées et publiques invitées pour l'occasion. Parmi ces regroupements, on compte les exposants des classes 66 décorations fixes, 69 meubles, 70 tapis, 71 décorations mobiles et 97 bronze, qui forment le musée centennal du mobilier et de la décoration installé au rez-de-chaussée de la section française entre les emplacements réservés aux meubles et aux bronzes. Pour l'aménager, la commission spéciale d'organisation invite des collectionneurs privés tels la baronne James de Rothschild ou l'industriel Isaac Pereire, ainsi que des institutions muséales comme le Musée des Arts Décoratifs ou le Musée de Troyes. On observera que le patrimoine propre des exposants est, sur le plan quantitatif, assez peu représenté. Il s'agit, par cette exposition rétrospective, de réaffirmer la primauté du goût français sur les autres productions européennes à chaque décennie du siècle. Ainsi, un certain nombre des objets retenus pour apparaître au musée ont été primés aux expositions universelles antérieures. En résulte une exposition spectaculaire, à l'expographie classique avec une galerie principale et des period rooms qui s'apparentent très fortement à celles que l'on retrouve à la même époque dans les musées d'art décoratif et industriel. L'exposition rétrospective de la parfumerie française, installée de part et d'autre de l'entrée de la classe 90, est quant à elle significative de l'image que la profession entend donner d'elle-même aux yeux des visiteurs. Les objets exposés sont liés à l'histoire de la parfumerie et issus des collections des parfumeurs. Leur très grande majorité appartient à Victor Klotz, associé d'Émile Meyer qui dirige la parfumerie Ed. Pinault, classé hors concours pour cette exposition de 1900. On compte parmi les autres prêteurs des parfumeurs comme Roger et Gallet, Dorin, Guerlain ou encore Pochet. Le XVIIIe siècle est le siècle le plus représenté et concourt, avec les typologies d'objets sélectionnés, à lier le secteur de la parfumerie à celui du luxe, du raffinement et d'une production pré-industrielle alors que la parfumerie française est un secteur encore en voie de définition, trouvant des affinités avec des domaines aussi différents que la pharmacie, la savonnerie, la brosserie, la droguerie, la distillation d'alcool ou la coiffure, entre autres. Ainsi, les expositions universelles sont l'occasion pour les parfumeurs constituant le comité d'admission à la classe de produire aux yeux du public une image cohérente de la profession. Ils sacrifient la présentation de la part innovante de leur secteur à une image de luxe coupée de la réalité industrielle. Cet exemple de la classe de la parfumerie française n'exposant qu'une image de sa production, les machines liées à la fabrication ne sont pas présentes au stand du Champ de Mars mais dans une annexe rue de Suffren, peut être appréhendé comme un autre point de départ de la muséographie d'entreprise. Évincer la technique pour ne conserver que le prestige de l'objet dans sa matérialité accomplie, permet à l'entreprise d'évacuer les questions des conditions de réalisation,
pour non seulement reporter le discours sur d'autres aspects de son histoire, comme le prestige de sa clientèle ou de ses collaborateurs, mais également de se placer en concurrence directe des musées de beaux-arts et d'art décoratif. Par ailleurs, on constate avec cet exemple des parfumeurs que les industriels sont souvent également des collectionneurs d'objets en lien direct avec leur secteur d'activité. Les musées issus des expositions nationales et universelles. L'effort considérable que représente la mise en œuvre d'une exposition universelle et le désir de rentabiliser les dépenses financières colossales qu'elle engendre incitent les concepteurs mais aussi les exposants à pérenniser le meilleur de la création d'un moment. De plus, le fait que les expositions soient déjà des manifestations où est mise en place une logique beaucoup plus contemplative que mercantile oriente quasi naturellement les réflexions des concepteurs vers la création de musées, d'autant plus qu'ils s'interrogent sur leur légitimité dans la durée. Frédéric Lepley, ingénieur des mines et conseiller d'État nommé commissaire général de l'Exposition universelle de 1867, identifie dans son rapport les obstacles qui s'opposent à la poursuite des expositions dans un avenir proche. Ces critiques sont force de proposition, car comme alternative, il suggère la création des musées généraux et des musées commerciaux à partir de toute la production réunie le temps de la manifestation. Par ces propositions, Lepley rejoint les réflexions des critiques des expositions parmi lesquels Gottfried Semper, théoricien de l'art et architecte, exilé à Londres qui participe au projet des sections turques, canadiennes, suédoises et danoises de l'Exposition universelle de 1851. Celui-ci s'interroge sur plusieurs points. Comment poursuivre autrement et encore mieux ? La dimension pédagogique qui ressort de l'accumulation de productions manufacturières, artistiques, passées ou nouvelles, donnant aux visiteurs un aperçu des avancées techniques mondiales ? Que faire de tous ces objets usuels, ces accessoires domestiques divers, ces productions d'art industriel qui continuent d'exister au lendemain de la fermeture des manifestations nationales et internationales ? Il n'est pas étonnant que la solution muséale soit celle que les critiques appellent de leur vœu, et que les pouvoirs publics choisissent au cours d'un siècle décrit comme celui de la jeunesse des musées. La réussite conceptuelle et pratique du musée de South Kensington, édifié pour présenter de manière pérenne des objets manufacturés réunis lors de l'Exposition universelle de 1851 de Londres, joue d'ailleurs pour beaucoup. Dès la première exposition universelle, des personnalités publiques comme des entités associatives, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale à leur tête, affirment la nécessité de créer des musées industriels, en premier lieu à Paris. Leur souhait est de voir enfin réunis les arts et l'industrie, selon un mouvement théorique qui traverse tout le XIXe siècle. De fait, quasiment chaque manifestation éphémère d'ampleur nationale ou internationale donne naissance à un musée, français ou étranger, consacré aux techniques et à l'industrie et ou à des musées d'entreprise. Le musée des tissus de Lyon. Les industriels participent à la création de ces musées auxquels ils cèdent des exemples de leur production et qui ont vocation à promouvoir l'industrie nationale en valorisant les sociétés les plus représentatives de chaque secteur d'activité. Selon Claudine Cartier, le musée des tissus de Lyon est un bon exemple d'une institution muséale participant à la réputation de la place industrielle. Si l'idée d'un musée lyonnais dédié à l'industrie textile qui puisse servir de source d'inspiration aux dessinateurs de la fabrique est soumise au Conseil des 500 par le député du Rhône, c'est néanmoins l'exposition universelle de 1851 qui représente l'élément déclencheur de sa création. La découverte des nouveaux producteurs à l'exposition de Londres, à laquelle les fabricants de Lyon n'avaient participé qu'à reculons, sans doute par conviction que leur production était au-dessus des comparaisons, et l'absence de grandes médailles pour récompenser le travail de la fabrique provoque une réaction immédiate. Les fabricants réclament auprès de la Chambre de commerce la création d'un musée d'art et d'industrie, et présentent une pétition adressée aux sénateurs du Rhône. La Chambre du commerce vote en 1856 l'établissement d'un nouveau musée, destiné surtout, par sa composition et son caractère, à profiter à l'industrie, et désigne Nathalie Rondeau, industriel du textile et historien de l'art chargé de mission internationale pour le développement de l'industrie et du commerce, pour étudier les mêmes institutions nouvellement créées en Europe afin de fixer les objectifs et les orientations de ce nouvel établissement. La création du musée d'art et d'industrie de Lyon,
est arrêté par délibération en 1856, et l'adoption des propositions de Nathalie Rondeau concernant les contenus et les principes d'exposition du nouveau musée en 1859. La Chambre du commerce répond à ces propositions par une politique d'acquisition conséquente avec notamment l'achat en 1862 de la totalité de la collection constituée par le dessinateur de fabrique Jules Raybaud. Les fabricants eux-mêmes donnent généreusement à la Chambre les produits qu'ils présentent aux différentes expositions universelles. Le nouveau musée ouvre au public en 1864. Le projet muséal de Nathalie Rondeau est réorienté vers la mise en valeur de l'industrie textile, jusqu'à la création du musée historique des tissus par le président de la Chambre de commerce en 1890, à la suite de l'exposition universelle de 1889. Ainsi, le musée est conçu comme un instrument utile à l'industrie à la fois en tant que vitrine commerciale d'une industrie textile présentant ses chefs-d'œuvre et comme lieu de formation des ouvriers. Il assume donc deux rôles, promotionnel et éducatif, plus souvent répartis entre les expositions régionales, nationales et universelles d'une part, et les musées industriels et techniques ou non, d'autre part. Cette double orientation est, nous l'avons vu avec le musée de Sèvres, au fondement de la muséologie d'entreprise. Ce développement rapide de ces nouveaux musées liés à la technique est à rattacher à la prise de conscience de l'avènement de l'âge de la machine, catalysé par les expositions universelles, au rôle que les pouvoirs publics et les industriels entendent faire jouer à cette jeune institution, dans la promotion de l'industrie nationale. À la place même à laquelle le musée accède au cours du XIXe siècle, jusqu'à devenir l'ornement nécessaire de toute ville qui se respecte, à tel point qu'on n'imagine plus un hôtel de ville sans musée. La muséologie d'entreprise germe donc dans un terreau irrigué de multiples influences, et explore durant les décennies suivantes des possibilités différentes les unes des autres. I2. L'émergence du genre muséal du musée d'entreprise, années 1840 à 1930. La période de 1840 à 1930 marque véritablement l'essor des musées d'entreprise avec la création des pionniers de ce genre muséal en France entre 1840 et 1890, Musée de la Manufacture Virban en 1844, Musée de la Manufacture Gesta dans les années 1860, Musée Bénédictine en 1872 et le réel développement du genre sur le territoire national à partir de 1890, 6 musées créés en France entre 1890 et 1930 par des entreprises très différentes dans leur structure et leur taille, concernant les secteurs de l'agroalimentaire, du travail du cuir, du bois, du métal ou de la pierre d'une part et 45 musées créés à l'étranger entre 1890 à 1930 d'autre part. Certaines sociétés ou regroupements de sociétés autour d'une place industrielle n'ont pas attendu le lendemain des foires et des expositions pour rassembler une nouvelle forme de patrimoine. Les raisons sont d'ordre tant économique, philanthropique que publicitaire. Au cours du XIXe siècle, l'entreprise évolue. Elle n'est plus seulement une unité de production et un acteur purement économique, mais devient également un acteur social et fait nouveau en France, un acteur culturel. Néanmoins, il faut attendre le tournant des années 1860 et de la crise qui s'ensuit pour que se développent véritablement les musées d'entreprise. La France n'a pas connu de révolution industrielle à l'anglaise. Elle s'est industrialisée lentement, en laissant subsister un monde rural et artisanal traditionnel. Le dernier tiers du XIXe siècle est marqué par la Grande Dépression qui fait reculer l'essor industriel et la production française. Une des réponses à la crise est la diffusion des équipements, et elle représente le point de passage vers la mécanisation et la motorisation généralisée. Cela entraîne la concentration de la production et la fin de l'atelier domestique, la naissance véritable de l'usine et des nouveaux bâtiments qui doivent l'accueillir. Le site de production, l'édifice qui concentre la transformation, la production et le stockage se chargent d'une symbolique forte que les entrepreneurs exploitent d'un point de vue communicationnel. Cette période marque véritablement l'élan muséal des entreprises qui choisissent d'installer des espaces d'exposition directement sur leur site de production ou à leur siège social, appelés musées, musées internes, musées d'usine, Pont-à-Mousson, ou encore musées de modèles, faïencerie Henriot-Quimper. Dorénavant,
les entreprises ne se contentent plus d'aller au-devant de la clientèle lors des foires, elles les invitent en leur mur. Si l'objectif de chacun des musées reste le même, faire connaître et glorifier l'entreprise auprès de la clientèle captive ou à séduire et former le personnel, les orientations du discours fondées sur les collections diffèrent d'une entreprise à l'autre. Parmi ces tendances, se dégagent 3 projets mis en place par ces musées pionniers qui marquent les fondements de la muséographie d'entreprise. Le musée catalogue, le musée réclame et le musée école. Le musée comme catalogue à taille réelle. En parallèle des musées de fabrique, des musées internes aux entreprises émergent grâce à l'archivage par des manufacturiers d'échantillons, notamment de tissus, à partir des années 1830. Ces albums, appelés livres de patron, ne sont pas à considérer comme des documents techniques stricto sensu mais bien comme une véritable mémoire de la production. Ils constituent un patrimoine à la fois matériel, comptabilisé dans les actifs des sociétés et transmis en même temps qu'elles, et immatériel, référence du style singulier de chaque entreprise, de sa qualité qui permet de reconnaître ses créations au premier coup d'œil. Ces collections permettent autant de conserver une mémoire d'entreprise et la protéger des contrefaçons, que d'alimenter l'imagination et la création des ouvriers et d'attirer la clientèle. Certains fabricants organisent leurs entrepôts de modèles de manière scientifique et esthétique, ce qui les élève rapidement au rang de musée. Le musée des produits céramiques Virban. Les frères Virban fondent au début de la monarchie de Juillet une fabrique de céramique qui produit à la fois des briques décorées à la demande et des moulages de statues, dont la production s'industrialise dans les années 1840. Leur entrepôt présente leur production aux visiteurs et clients et leur catalogue de moulage leur permet de recréer un musée de modèles au sens classique du terme, salué par les chroniqueurs du temps. C'est la manière dont les différents modèles sont agencés qui induit cette idée d'exposition non plus seulement commerciale mais également artistique et qui fait nommer l'entrepôt musée des produits céramiques, dont Théodore Maury remarque l'atmosphère particulière, la confusion artistique qui y règne. Si vous passez dans la salle des dépôts, vous voyez tout un monde de pilastres, de colonnettes aériennes, de corniches, de frises, de bas-reliefs et à droite et à gauche vous apercevez que de fantastiques créations. Les musées de modèles des faïenceries quimpéroises. La faïencerie Hubaudière-Bousquet, HB, implantée à Quimper depuis le XVIIIe siècle, crée au cours du XIXe siècle un musée d'usine imité par la manufacture Henriot qui se lance dans la production de faïence en 1891 et qui, lorsqu'elle rachète en 1913 la 3e faïencerie de la ville, Porquier-Beau, entre en possession de tous les modèles d'atelier accumulés depuis les années 1770. Le musée réorganisé permet de présenter des échantillons représentatifs du style quimpérois et sert autant de répertoire de formes pour les ouvriers et peintres que pour les clients de l'entreprise. Photographié par les ateliers Villard, le musée participe, au même titre que les vues des ateliers et des espaces de production, à la promotion de la faïencerie. L'histoire et l'art au service de la promotion de l'entreprise. Un certain nombre de sociétés saisissent immédiatement l'enjeu communicationnel que représente l'appui symbolique du développement historique de leur secteur d'activité, d'autant plus si on peut en faire remonter l'origine à plusieurs siècles, et la possibilité d'intégrer les sciences et les arts libéraux au sein de leur espace d'exposition. L'importance architecturale du bâtiment prend ici tout son sens et elle est exploitée très tôt par 2 entrepreneurs devant se trouver une place dans des secteurs concurrentiels. Louis-Victor Gesta, à la tête d'une manufacture de vitraux toulousaine à partir de 1852 ou 1848, et Alexandre Legrand, patron de la distillerie bénédictine qu'il crée en 1864 à Fécamp. Le Castel Gesta et le Palais bénédictine. Rapidement après la création de sa manufacture au tournant des années 1850, Louis-Victor Gesta ajoute aux ateliers de production un petit castel dissymétrique fait de sculptures anciennes remployées auquel il accole un second bâtiment carré, qui devient le hall d'exposition de la manufacture. Gesta a l'habileté de faire appel au patrimoine toulousain dans la décoration des différentes salles, afin d'éveiller admiration et nostalgie chez les visiteurs. Ce castel et ses œuvres d'art propices à créer une atmosphère néo-gothique permettent de mettre en valeur les vitraux produits par la manufacture. Sur le même principe que Gesta,
Alexandre le Grand s'appuie sur la mise en valeur de l'histoire du territoire où il implante sa distillerie et n'hésite pas à tirer un trait d'union direct entre la liqueur qu'il commercialise et l'abbaye bénédictine de Fécamp, en fondant sa publicité sur la redécouverte d'une recette issue des archives monastiques. La production publicitaire écrite est impressionnante et cette mise en intrigue, couplée à la mise en image de la création du produit et de sa marque, permet à l'industriel de se distinguer au sein de la concurrence déjà bien installée. À cette réclame s'ajoute l'édification d'un bâtiment de production emblématique, à la fois rationnel et ostentatoire, dans lequel il dépose dès 1872 une partie de ses collections personnelles qui renseignent l'histoire locale. Les embellissements successifs de l'établissement jusqu'à la création en 1900 du palais bénédictine sont à chaque fois l'occasion d'une vaste campagne de communication et de festivités d'inauguration. Chacune de ces cérémonies donne lieu à l'impression d'ouvrages richement illustrés, catalogue du musée, compte-rendu des articles de presse, entre autres, retraçant l'histoire du musée et de ses collections, ainsi que celle de la distillerie. Le musée devient quasiment le seul vecteur promotionnel de l'entreprise, à tel point qu'il est fait un usage publicitaire de l'incendie criminel qui ravage une partie de l'édifice en 1892, et que la distillerie n'est présente à l'exposition universelle de 1900 qu'au travers des plans et d'une maquette de sa nouvelle usine présentée dans la classe 10 de l'architecture. La magnificence des lieux et le recours à une histoire glorifiée compensent la difficulté à trouver une place en tant que nouvelle marque et l'impossibilité d'exposer ou de donner à voir le produit des distilleries dont on ne peut que montrer le contenant, ou évoquer de manière abstraite les qualités. Alexandre le Grand semble être le premier entrepreneur à oser construire un musée pour un produit inexposable. Le musée de l'usine Pont-à-Mousson. La Société anonyme des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson saisit également l'enjeu communicationnel du musée au début des années 1920, pour un secteur difficile à valoriser. La réhabilitation d'une sucrerie désaffectée implantée sur le site de production permet la création d'un espace muséal, alors même qu'aucune collection ne préexiste et que les productions de l'entreprise ne sont pas des plus faciles à exposer. Né d'une volonté patronale, ce musée a vocation à présenter l'évolution des tuyaux et des canalisations de fonte de l'époque gallo-romaine jusqu'aux périodes contemporaines afin de mettre en lumière tout ce qui touche au développement de l'hygiène, de l'assainissement, du tuyau et par conséquent de Pont-à-Mousson. Les expos, produits des fonderies, matières premières et objets archéologiques, sont rassemblés dans le but de son ouverture et les jalons manquants de la production de Pont-à-Mousson sont remplacés par des répliques en bois peint réalisées à partir des albums de modèles à la demande de Camille Cavalier, président de l'entreprise. S'y ajoutent des objets divers tels que des vases en pierre provenant du château de Marbache, un baromètre appartenant à Camille Cavalier, des archives concernant l'histoire de la fonderie, des gravures offertes par des sociétés étrangères telles la Iron Steel Institute de Londres ou l'American Cast Iron Pipe Company. Son but premier est de devenir un lieu de passage incontournable pour tout visiteur de l'usine, et de remplir les fonctions de prestige et de propagande qui étaient plus habituellement déléguées à la maison du directeur ou au bâtiment de production le plus important du site. Le musée est ouvert en 1926 et se développe d'année en année jusqu'à sa fermeture aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Le musée comme lieu d'apprentissage. Les différents secteurs de production, industriels ou non, doivent, durant une grande partie du XIXe siècle, se développer par eux-mêmes et former tant leur main-d'œuvre du moment que les générations futures, tout en assurant la bonne marche de l'industrie. L'entreprise se voit donc assigner un rôle éducatif qu'elle développe souvent de son propre chef. Le musée participe à la formation des ouvriers ainsi que des usagers, et il est souvent appelé des vœux des chambres syndicales et des sociétés industrielles. Le musée monétaire de la Monnaie de Paris, créé en 1833, est sans doute le premier d'entre eux par l'ancienneté à affirmer aussi fortement cette destination, et un certain nombre de musées de modèles se développent en France et à l'étranger sur le même principe que les musées adossés à des écoles pratiques et des universités. Le musée d'économie botanique Vilmorin-Andrieux. On retrouve cette destination pédagogique dans le musée d'économie botanique Vilmorin-Andrieux et compagnie, créé dans les nouveaux bâtiments de l'entreprise construits en 1905 par Philippe de Vilmorin à Verrières-le-Buisson. Y sont déposées, outre les collections familiales,
Les collections dites sèches, comptant des échantillons de graines, de bois, de textiles, de cônes de conifères, des spécimens d'épis de céréales disposés selon l'ordre botanique dans des vitrines ou regroupés dans des tableaux qui pour beaucoup figurèrent dans les expositions agricoles. On y trouve également une série d'appareils de sondage ainsi qu'une collection de moulages de fruits et légumes en plâtre, couleur et poids correspondant à l'original, réalisé par Tennevie entre 1850 et 1880 comme objet promotionnel présenté lors des expositions universelles, qui deviennent des outils didactiques dans le musée. Cette vocation éducative du musée se réalise dans son fonctionnement comme complément d'une bibliothèque scientifique, d'un herbier et d'un arboretum, en premier lieu à destination des employés de l'entreprise. Le musée Schneider. Comme le rappelle Yvan Caraba, c'est à l'initiative de Félix Courtois, érudit local qui fait toute sa carrière aux usines du Creusot, que se crée un musée dans l'ancienne salle du jeu de paume du château de la Verrerie à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Le musée comprend essentiellement des objets issus de l'histoire naturelle et sociale locale, collections minéralogiques, archéologiques, taxidermiques, entre autres, collectés pour certains par les historiens locaux voire les employés des mines selon leurs trouvailles. Lié tout particulièrement à l'industrie sidérurgique, le musée expose des maquettes réalisées pour les expositions universelles ou des productions anciennes telles des morceaux de tuyaux de fonte datant de la Révolution française. Ce premier espace muséal ferme avec la Seconde Guerre mondiale et il est remplacé, toujours dans le château de la Verrerie, par un deuxième musée inauguré en 1953, uniquement destiné aux invités de la famille et aux élèves des écoles Schneider. Les écoliers peuvent tout particulièrement y découvrir des modèles réalisés par les promotions précédentes, dans le cadre des écoles d'apprentissage. C'est ainsi l'occasion pour l'entreprise non seulement d'initier à ses activités de futurs collaborateurs ou salariés au tout début de leur instruction, mais également de faire de l'enseignement scolaire et du musée, perçu en tant que symbole d'autorité scientifique, des vecteurs de culture d'entreprise. Le tournant des XIXe et XXe siècles marque donc l'émergence des musées d'entreprise par la première vague conséquente de musées. La mise en scène des produits et de l'histoire de l'entreprise devient un enjeu majeur qui se reflète dans les critiques du temps. Les visiteurs qualifient eux-mêmes les espaces d'exposition de musées, pour peu que les codes de l'exposition muséale et ou artistique soient repris ou que les objets aient un rapport direct avec l'histoire et la production artistique. L'autorité du discours du musée sert le patronat qui se constitue comme entité à part entière et qui l'emploie pour mettre en scène l'histoire des concepteurs et créateurs, ainsi que leurs innovations et leurs productions, effaçant les ouvriers derrière les machines. Les grands fondements muséographiques en germe dans les musées et les manifestations qui préfigurent l'émergence des musées d'entreprise sont mis à l'épreuve au sein des espaces d'exposition des musées d'entreprise pionniers et développés dans les musées qui marquent définitivement l'essor du genre. La muséographie d'entreprise est née et réactualisera sans cesse au cours des XXe et XXIe siècles les éléments caractéristiques de son identité. I3. Ère post-industrielle, le potentiel évocateur du patrimoine industriel, années 1940 à 2010. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe et la France connaissent une croissance industrielle de grande ampleur, poussée par les progrès de la productivité. Cette croissance s'accompagne de l'essor d'une nouvelle société de consommation de masse et modifie l'accès du plus grand nombre aux biens et aux services. Les postes de consommation se modifient, de même que le rapport aux biens dont l'obsolescence s'accélère. La modernisation de la période se caractérise par le remplacement des machines et des infrastructures, la concentration technique, qui favorise les regroupements et les fusions devant apporter plus de compétitivité aux firmes au détriment d'un grand nombre de petites entreprises contraintes à la disparition, et le remodelage du travail par l'automation. Ce contexte semble, de prime abord, peu propice à la démarche muséale, et la crise que traversent les musées dans les années 1970 pourrait renforcer ce constat. Par ailleurs, le paysage muséal s'est largement modifié durant la première moitié du XXe siècle avec le remplacement des musées industriels par des musées d'art décoratif, présentant l'objet non plus comme un produit industriel mais comme une œuvre d'art, d'une part,
et des musées techniques, portés par la nouvelle élite technicienne des ingénieurs qui cultive un point de vue évolutionniste et idéologique de la technique et qui expose une histoire présentée comme un progrès ininterrompu, Autre part, les musées économiques, quant à eux, ont disparu pour laisser place à des dispositifs plus modernes d'aide au commerce extérieur. Néanmoins, la période voit l'essor des musées d'entreprise, en France comme à l'étranger, marqueur de la transformation sociétale de ces décennies. L'essor muséal des entreprises pendant et après la croissance, années 1950 à 1980. Durant la période de croissance, 1954 à 1973, seulement 10 créations de musées sont répertoriées sur le territoire français, 73 à l'international sur un échantillon de 314 musées, essentiellement liés au secteur de luxe, viticulture, cristallerie, orfèvrerie, parfumerie. Par ailleurs, une véritable crise frappe les musées dans les années 1965 à 70. Leur fonctionnement et leur existence sont questionnés en profondeur par les professionnels et les muséologues pour qui l'institution muséale ne peut plus, dans un contexte d'élévation globale des classes sociales et d'ébranlement des institutions faisant suite aux événements des après-guerre, et du mouvement contestataire de 1968, être une institution qui ne profite qu'à l'élite savante, économique et politique qui en est à l'origine. Le musée doit notamment s'ouvrir au grand public et prendre en compte la culture et les nouveaux usages qui sont les siens. Le musée doit devenir un outil démocratique permettant l'instruction des masses et la juste répartition de la connaissance. Or, cette culture est intimement liée au travail et aux biens de consommation qui en découlent. Cette réflexion menée par la sphère muséale annonce à la fois le musée attraction, fondé sur le spectaculaire, le temporaire, le dynamique, et donne également naissance au nouveau genre de l'écomusée au moment même où la crise du système taylorien couplée à une ouverture imposée sur le monde s'accompagne d'une prise de conscience des masses sur le durcissement des conditions de travail et sur l'impact écologique de l'industrie. Ces évolutions semblent être autant de facteurs de la prise en compte par les entreprises de la valeur commerciale de leur histoire et de leur patrimoine. Quels que soient les secteurs d'activité, 3 principaux axes de lecture de ces valeurs identitaires sont investis dans la création d'un musée: la longévité, l'ancrage territorial, et la cohésion par l'histoire partagée. Sur ces 3 éléments fondateurs, le musée d'entreprise en tant que genre connaît un développement conséquent durant les années 1980. Pas moins de 26 nouveaux musées créés en 10 ans en France. 3 exemples illustrent ces tendances: les musées Christophe, les musées des parfumeries de Grasse et le musée Safran. La longévité comme élément différenciant, face à l'avènement de la consommation de masse. L'ère de la consommation et de la production de masse, uniforme, en série et de qualité moindre, incite les entreprises à communiquer autrement pour fabriquer une image différenciante propice à la reconnaissance de leur production. La longévité devient un atout à valoriser en tant que gage de qualité, de fiabilité et d'originalité. Les sociétés au long passé se regroupent et des musées sont créés par certaines d'entre elles. Ces entreprises, souvent liées au secteur du luxe, entretiennent déjà un rapport privilégié avec l'institution muséale par la présence de leur production au sein des collections publiques. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le changement de paradigme les incite à considérer l'exposition patrimoniale comme l'opportunité de renouer avec les habitudes de promotion développées lors des expositions internationales et universelles, avec la mise en avant de pièces exceptionnelles et des savoir-faire techniques nécessaires à leur réalisation. Les différents musées Christophe. Les multiples évolutions du musée créé par Christophe durant les 5 décennies comprises entre les premières initiatives patrimoniales de l'entreprise en 1964 et la fermeture au public du musée en 2008 sont symptomatiques des questionnements qui entourent la création d'un lieu dédié au patrimoine et les différentes missions que l'on cherche à lui faire porter. Si l'entreprise organise dès les années 1930 des expositions conçues comme des opérations de communication et d'animation du réseau commercial, la première manifestation de grande envergure est la présentation en 1964 de l'exposition Christophe, 100 ans d'avant-garde de Napoléon à nos jours, montée en collaboration avec le Musée des Arts Décoratifs. De son succès découle, à l'initiative du directeur de la maison d'orfèvrerie Tony Bouillet, la création en 1966 du musée Bouillet-Christophe, 200 ans d'orfèvrerie au sein de l'usine de Saint-Denis. Le projet est avant tout didactique.
Mais le besoin de programmer des expositions ponctuelles se fait rapidement sentir pour renouveler l'intérêt des publics, et dès 1968 il est décidé de créer 3 nouveaux types de musées. Le musée municipal, réservé aux grandes expositions à vocation culturelle, le musée magasin, destiné aux revendeurs, le musée vitrine pour les magasins de la marque. L'espace d'exposition dionysien est réduit à une salle pour pouvoir répartir les fonds patrimoniaux entre ces nouvelles propositions. Enfin, Christophe crée en 1973 un train-forum formé de 3 voitures, la première dédiée au musée, la deuxième à la collection commerciale, la troisième à la réception des clients, qui fait étape dans 30 villes françaises. En parallèle de ses recherches tournées vers le public, l'entreprise ouvre en 1972 la Galerie Christophe au premier étage de la rue Royale, magasin historique de l'Orfèvre, dans laquelle sont exposées et vendues des œuvres d'artistes vivants créées par Christophe ou non. Cette galerie est transformée en 1985 pour accueillir un second musée, plus proche de la clientèle que celui de Saint-Denis, dans lequel est évoquée l'histoire de Christophe depuis sa fondation. Le musée est gratuit, des visites guidées sont proposées sur rendez-vous et un artisan vient travailler devant le grand public. Ce musée ferme en 1997 et les collections sont renvoyées à Saint-Denis, bien que des expositions culturelles continuent d'être montées annuellement rue Royale à partir de 1999. Le musée de Saint-Denis est rénové en 2002 et présente 2000 pièces sur un parcours chronologique, jusqu'à la fermeture du site de production en 2007. Mis en caisse en 2008, ces fonds restent ouverts aux seuls chercheurs et aux conservateurs d'autres institutions. Ces expérimentations muséales font de Christophe une entreprise pionnière d'un point de vue muséographique. Elles illustrent également les tensions existant entre le caractère scientifique, patrimonial et commercial de l'exposition d'entreprise ainsi que les hésitations quant au positionnement à adopter. Investir et tenir un territoire, musée d'entreprise et tourisme. L'installation de l'espace muséal sur le site de production se trouve être une réponse à un enjeu de territoire symbolique d'une part, puisqu'il convient d'ancrer ou de réancrer l'entreprise dans un terroir, et économique d'autre part car la société de consommation de masse s'accompagne de nouveaux usages tels que le tourisme de masse. Les parfumeries touristiques du sud de la France. Cette stratégie est notamment adoptée par les parfumeries grassoises Molinard, Gallimard et Fragonard qui, des années 1960 aux années 1980, créent un réseau muséal et touristique au sein de la ville provençale tout en s'étendant jusqu'à la capitale. Molinard Parfumeur, entreprise créée en 1849, devenue Bénard et Honorat en 1916, et dont la marque Molinard Jeune est reconvertie en une parfumerie touristique après la Seconde Guerre mondiale, ouvre un musée dans l'usine qu'elle occupe depuis 1900 à la sortie de la ville. Gallimard Parfumeur, parfumerie touristique créée dans les années 1950 à destination des visiteurs individuels puis en groupe, ouvre un premier musée lié à ses laboratoires des parfumeries de Grasse en 1980 et un musée adossé au laboratoire de saponification d'Aise en 1986. Les parfumeries Fragonard ouvrent leurs ateliers à la visite dès leur création en 1926 et pratiquent la vente directe aux touristes de la Riviera. L'entreprise a la particularité de bénéficier pour ses expositions, outre des objets techniques anciens rassemblés au cours du temps, de la collection de Jean-François Costa, troisième directeur de l'entreprise, qui réunit environ 2500 œuvres et objets d'art liés au secteur de la parfumerie. Un premier musée est ouvert en 1968 à l'occasion de l'inauguration d'une usine laboratoire moderne implantée à Aise, suivi de la création d'un second musée en 1975 au sein de l'usine historique. En 1983, l'entreprise ouvre son premier espace muséal parisien dans un hôtel particulier rue Scribe, donnant sur l'Opéra Garnier. Une seconde usine nommée la Fabrique des Fleurs est établie à Grasse en 1986 pour compléter celle du centre-ville. Elle est immédiatement dotée d'un musée et d'un jardin aromatique. Aux côtés des sites grassois et de la rue Scribe, le musée qui ouvre en 1993 dans l'ancien théâtre des Capucines à Paris est considéré comme le troisième lieu important d'exposition des collections de l'entreprise. Enfin, le dernier espace muséal en date est installé square Louis Jouvet, toujours dans le quartier de l'Opéra à Paris, dans l'édifice qui a abrité l'Eden Théâtre, un manège vélocipédique et une boutique de la marque Maple & Co.
cette logique muséale expansive participe d'une démarche communicationnelle visant à la légitimation par l'ancrage territorial et culturel. Entreprises de composition et de distribution, les parfumeries Fragonard souffrent d'un déficit d'image sur le marché national des parfums. La forte association de l'entreprise à l'univers culturel ainsi que son ancrage dans 2 lieux historiquement liés à la parfumerie permet ainsi de pallier ce manque et d'asseoir une stratégie commerciale en termes d'image et de diffusion tout en se rendant présente, et incontournable, sur des lieux clés du tourisme de masse, la Côte d'Azur et Paris. Cette démarche fondée en premier lieu sur le tourisme industriel n'est pas nouvelle, mais annonce et accompagne le développement dans les années 1990 de cette pratique qui devient dans les années 2000 une filière à part entière sous le nom de tourisme de découverte économique. Elle renforce la notion de terroir et de culture locale dans un contexte de mondialisation et de diffusion internationale des biens de consommation. Les entreprises et leurs musées deviennent représentatifs d'une région et de son identité, brouillant ainsi les frontières entre identité entrepreneuriale et culture collective. Le patrimoine comme élément de cohésion. Faisant de l'histoire à la fois la base d'une nouvelle communication et une valeur refuge, certaines entreprises pensent, dans les années 1980, leur musée comme un élément de cohésion, d'identité de groupe, à destination des consommateurs mais également des actionnaires et des salariés. Le musée aéronautique et spatial Safran. La création du musée aéronautique et spatial Safran est un bon exemple de la reprise par la société d'une initiative collective portée par des salariés et retraités. En 1979, la direction de l'entreprise est alertée sur l'absence de référence au passé de Snecma, pourtant le plus ancien des motoristes d'avions encore en activité et l'héritier de l'entreprise Gnome et Rhône, alors même que des sociétés concurrentes présentent leur propre histoire au travers de l'évolution de leurs moteurs. En 1985, une convention signée entre Snecma et le Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget autorise les salariés et retraités de Snecma à restaurer à titre bénévole les moteurs Gnome, le Rhône et Gnome et Rhône du Musée de l'Air et de l'Espace avec, comme contrepartie pour l'entreprise, la possibilité de conserver en dépôt pour exposition certains de ces moteurs qui restent la propriété de l'État. Un atelier de restauration est créé sur le site de Villaroche, sur lequel plusieurs cadres de l'entreprise obtiennent de la Direction générale de Snecma l'autorisation ainsi que des fonds pour créer un musée en 1987. Le musée, inauguré en 1989 par le président-directeur général de Snecma, est conçu et aménagé par les bénévoles dans l'ancien hangar d'avion des essais en vol et l'équipe constitue en 1990 l'association des Amis du musée Snecma, devenue l'association des Amis du musée Safran en 2005. Elle continue de restaurer les pièces entrant au musée, tâche parfois complexe dans la mesure où les gestes techniques ont été remplacés et les outillages et machines n'existent plus. Le musée est donc un lieu de cohésion entre les anciens salariés de l'entreprise et de revalorisation des savoir-faire passés. Pensé tant à destination du grand public qu'à destination des services internes de l'entreprise, il sert notamment à des activités de renforcement d'équipe. Cette mission cohésive du musée se retrouve également à l'échelle des regroupements de marques et à destination des consommateurs, au moment même où la fondation de communautés regroupées autour d'une marque tente à se développer et à prendre le pas sur la production, à partir des années 1990. Communication de marque et musée, nouveau rapport à l'objet, années 1990 à 2010. Les années 1970 marquent à la fois l'avènement de la société de spectacle telle que l'a décrit Guy Debord, et du rôle joué par les musées dans l'entreprise de marchandisation du monde. Cette mutation s'accompagne d'une nouvelle muséologie dite du spectaculaire dont les caractéristiques annoncent en tout point les orientations muséographiques et symboliques que les musées publics comme les musées d'entreprise intègrent dans les décennies suivantes. Une architecture qui prend le pas sur le programme muséographique, un fonctionnement muséal fondé sur la technologie, le management, la rationalisation, la quantification et la performance. Une communication qui repose sur des manifestations, patrimoniales ou non, à caractère événementiel. Une grande importance accordée à la dimension ludique, interactive, sensorielle de l'expérience muséale. Ces années sont également celles de la désindustrialisation, accompagnées de bouleversements économiques,
sociaux et culturels dont ceux de la naissance de nouveaux musées industriels ayant pour mission d'accommoder les restes d'activités disparues alors que le monde entrepreneurial doit se réinventer. La mémoire sociale est souvent confiée aux musées industriels, aux écomusées et aux centres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.